Alice Darfeuille. Bienvenue dans la deuxième partie du 90 minutes. Nous recevons ce soir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Philosophe, écrivain. Vous venez notamment d'écrire Solitude d'Israël aux éditions Grasset. Bienvenue sur ce plateau. On est avec Thierry Arnaud. Bonsoir Thierry, ravi Bonsoir, de vous Alice. retrouver. Et bonsoir à vous. Bonsoir, Alice. Guillaume Farn. On va parler bien sûr de la situation dans la bande de Gaza, plus particulièrement à Rafah, et des réactions aussi que cela provoque en France ces dernières heures. Commençons tout d'abord avec ces manifestations, puisque ce soir encore plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Paris, dans le 8e arrondissement de la capitale, pour dénoncer les bombardements israéliens à Rafah. Vous voyez les images qui nous parviennent. On va retrouver Igor Saïri qui est sur place et qui a suivi ce rassemblement. Igor, racontez-nous, vous qui avez suivi donc ce rassemblement, ce que vous avez vu et entendu. Oui, Alice, écoutez, c'est un rassemblement qui est toujours en cours en réalité, qui est parti aux alentours de 18h30, 19h, place Saint-Augustin. Rassemblement statique dans un premier temps. Place Saint-Augustin, comme la première manifestation lundi, là c'est la troisième consécutive. Place Saint-Augustin parce que ce n'est pas très loin de l'ambassade israélienne, qui est à environ 1 kilomètre de cette place. Et depuis maintenant une demi-heure, cette manifestation, ce cortège a bougé en direction de la gare Saint-Lazare, rue de la Pépinière, avant d'être arrêté par les forces de l'ordre, si bien que ce regroupement de manifestants de plus d'1 millier a été nassé par les forces de l'ordre d'un côté comme de l'autre. Donc là, nous sommes précisément rue de la Pépinière et vous le voyez sur les images de Tom Beck, il y a toujours beaucoup de manifestants présents qui chantent et qui lancent des slogans pour appeler évidemment à un cessez-le-feu dans cette guerre à Gaza. Il y a des slogans comme Israël assassine les enfants de Palestine, nous sommes tous des enfants de Rafah, All eyes on Rafah, ce fameux slogan qui a tourné énormément sur les réseaux sociaux, qui est devenu viral ces derniers jours, et un appel évidemment à la reconnaissance de la Palestine. Aucun slogan antisémite, aucun drapeau du Hamas. Il s'agit d'une manifestation dont les profils sont très jeunes, très féminisés, toutes les générations évidemment, mais beaucoup de jeunes, avec beaucoup de kéfiers évidemment autour de certaines personnes, beaucoup de drapeaux palestiniens. Là, il y a une manifestante qui est à côté de moi et qui accuse les médias français de ne pas dire la vérité. Bon, voilà, ça arrive aussi, mais relativement calme. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre à proprement parler. Et puis, il y a aussi évidemment beaucoup de politique dans ce cortège, notamment des représentants de la France Insoumise, mais également du Parti communiste, la jeunesse communiste. Voilà, donc un cortège qui pour l'instant est toujours en cours, pas encore terminé. Les forces de l'ordre n'ont pas fait usage de gaz lacrymogènes, contrairement à hier et avant-hier. Le risque, il est maintenant. C'est des petits groupes qui partent dans des rues perpendiculaires à cet axe principal, avec effectivement des débordements. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Igor, et vous nous faites signe évidemment si ça évolue. Juste un mot, Guillaume Farn, alors pas de débordement, nous dit Igor Saïri. Il y a eu quand même quelques minutes de tension. Oui, parce que d'abord c'est un rassemblement, c'est pas une manifestation. La différence étant la présence d'un cortège, il n'y en a pas pour l'heure et ça n'est de toute façon pas permis. Saint-Augustin, Igor l'a très bien rappelé, parce qu'il y a la volonté de s'ancrer dans le 8e arrondissement, parce que c'est dans le 8e arrondissement que se trouve l'ambassade de l'État d'Israël et que si certains avaient la volonté de s'en rapprocher, il vaut mieux partir de Saint-Augustin que de la place de la République. Et ce rassemblement doit se terminer à 21h. C'est ce qui est convenu. Il est 21h. Et donc, comme souvent, il y a deux cas de figure, ceux qui rentrent chez eux en empruntant les transports en commun ou d'autres moyens, et puis ceux qui ne veulent pas partir. Il y a eu une tentative avortée de partir en cortège sauvage vers la gare Saint-Lazare. Ça a été empêché par les forces de l'ordre. Et donc nous en sommes là où il reste un gros millier de personnes qui est immobile entre la place Saint-Augustin et la gare Saint-Lazare. L'idée étant de ne pas leur permettre de progresser plus avant et qu'on revive ces scènes de cortège sauvage comme notamment hier soir.
Merci beaucoup Guillaume évidemment si ça bouge, vous revenez sur ce plateau, mais pour l'instant tout se déroule dans le calme et c'est une très bonne chose. Bernard-Henri Lévy, pensez-vous comme tous ces gens qui défilent en ce moment dans les rues de Paris et qui postent cette image avec ce slogan dont parlait Igor Saïri, All Eyes on Rafah, slogan, image sur laquelle on voit un camp de réfugiés avec des tentes blanches qui a été d'ailleurs généré par l'intelligence artificielle pour former le slogan. Pensez-vous comme eux que ce qui se passe à Rafah doit s'arrêter et s'arrêter maintenant? Bien sûr que ça doit s'arrêter. Bien sûr que les images sont terribles. Bien sûr que ça doit s'arrêter. Mais il y a une manière pour que ça s'arrête. Et ils n'en parlent pas. C'est que les otages israéliens soient libérés et que le Hamas rende les armes au lieu de continuer de tenir sa population en otage. C'est comme ça que ça doit se passer. Ce que, pour l'instant, le Hamas refuse de faire. Donc ça continue. Le Hamas fait le contraire. Le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a déclaré avant-hier, ou il y a 3 jours, qu'il fallait que coule le maximum de sang de vieillards, de femmes et d'enfants palestiniens, parce que c'est cela qui allait raviver le nerf de la révolution et l'esprit de la révolution. Donc en effet, ils n'en sont pas là. Mais moi, je trouverais... Et donc Bernard-Henri Lévy, ils n'en sont pas là. Et donc, en attendant, que se passe-t-il? Les gens continuent à mourir, les gens meurent de faim. Est-ce qu'on n'est pas un tournant dans l'opinion publique en France? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, ces gens qui défilent ce soir ne sont pas tous des militants, on le voit bien, on l'entend bien. Est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose? Ce sont des gens abusés. Vous avez cité tout à l'heure leur slogan, All Eyes on Rafah. Moi, je ne suis pas d'accord. All Eyes in Rafah. Il y a d'autres massacres dans le monde. Il y a une vraie famine qui sévit au Soudan. Il y a un vrai génocide qui menace chez les chrétiens du Nigeria, dont personne ne parle. Moi, je ne suis pas pour dire All Eyes in Rafah. Moi, je me souviens d'une jeunesse, il y a très longtemps, où on était universaliste, où on n'était pas obsessionnellement. Il y a 50 ans, quand on défilait contre la guerre du Vietnam, on défilait aussi contre les dictatures en Amérique latine, on défilait aussi contre les massacres au Timor oriental. Il n'y avait pas cette espèce d'obsession alimentée par des agitateurs professionnels antisémites, je parle des gens de la France insoumise ou de certains d'entre eux, à laquelle on assiste aujourd'hui. Mais au-delà de l'instrumentalisation politique que vous dénoncez de la France insoumise, dont on va parler aussi, au-delà de ça, est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose au sein de l'opinion publique française, notamment? Je le rappelle et je le redis, ceux qui défilent ce soir, et depuis 3 soirs maintenant, ne sont pas tous des militants politiques. Cette image All Eyes on Rafah, elle est devenue virale, postée par plusieurs millions de personnes. Oui, je sais, mais elle est devenue virale, mais elle est débile. C'est une image qui est le contraire des valeurs universalistes pour lesquelles devraient se battre des insoumis. Il y a d'autres carnages, il y a d'autres massacres, il y a d'autres situations tragiques dans le monde. Et cette façon de faire en sorte... Mais les autres carnages ne doivent pas empêcher ou dissuader de parler de ce qui se passe à Rafah. Mais il ne faut surtout pas arrêter de parler de ce qui se passe à Rafah. Je vous parle d'un slogan. Il y a d'autres manifestations où on entend d'autres slogans. From the river to the sea, Palestine will be free. Ça, c'est un slogan aussi. Alors lui, il n'est pas débile, il est infâme. Parce il veut dire en gros qu'on veut éradiquer Israël de la surface du Proche-Orient. Donc c'est un slogan meurtrier, génocidaire. Donc, bien sûr vous, c'est plus le slogan, en l'occurrence, qui vous pose problème. Mais vous auriez pu participer à une telle manifestation ce soir? Mais j'ai passé ma vie, moi, Je le sais, c'est pour ça que je vous pose la question. À participer à des manifestations, à défendre la cause des Palestiniens, d'abord contre leurs mauvais maîtres, contre leurs chefs politiques qui les exécutent au moindre soupçon de trahison, qui les traitent comme des chiens. J'aurais pu, mais pas une manifestation où on ne parle pas des otages,
où on ne dénonce pas le Hamas, où on ne dénonce pas des hommes qui sont planqués au Qatar pendant qu'ils laissent leurs fils et leurs petits-fils en première ligne à Gaza, c'est ça qu'il faut dénoncer. Moi, si j'irais dans une manifestation où on dénoncerait tout cela, où on dénoncerait les bouchers du Hamas, bouchers d'abord des femmes et des hommes israéliens du 7 octobre, et puis boucher leur propre peuple. Le Hamas aujourd'hui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Ils ont une stratégie dont le but est d'avoir le maximum de morts, le maximum de souffrances dans leur propre peuple. J'ai rarement vu ça. J'ai couvert beaucoup de guerres. J'ai couvert des massacres pour des grands journaux, pour Le Monde, pour Paris Match. J'ai rarement vu des chefs politiques et militaires dont le but principal est de jeter sur la scène de l'opinion mondiale le plus grand nombre de cadavres de leur propre peuple. C'est une chose jamais vue. Moi, c'est ça aussi que j'ai envie de dénoncer. Mais en attendant que ces négociations avancent, et pour l'instant, elles semblent au point mort, on en parlera avec Thierry dans un instant, en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que des civils, que des innocents, que des populations déplacées soient visés et tués par les bombardements israéliens, comme ça s'est passé dimanche dernier. Ils n'ont pas été visés. Ils n'ont pas été visés par un bombardement israélien. Ça, c'est faux. Ce qui s'est passé dimanche, qui est une tragédie, 45 morts, peut-être même davantage, et un nombre et plusieurs dizaines de blessés. Ils n'ont pas été visés par un bombardement israélien. C'est faux. Ce sont des dirigeants du Hamas qui étaient ciblés, mais aucun ordre d'évacuation n'avait été donné, Bernard-Henri Lévy. Mais bien sûr que si. Cela fait... Pourquoi Pas à cet endroit-là. Pas à cet endroit-là. Cet endroit-là, pardon, vous savez, face à la mort et face à ces images atroces, moi je veux bien qu'on entre dans les détails, mais cet endroit-là, il était à 800 mètres, à 1 kilomètre de la zone humanitaire où étaient des réfugiés. Les Israéliens ont frappé, pas avec une bombe d'immense puissance, comme on l'a dit, avec des bombes de faible dimension, précises. Et encore une fois, vous m'entraînez là, mais pour moi, une bombe, c'est une bombe, et des morts, c'est des morts. D'accord. Mais, 1, ils n'ont pas été visés. 2, la frappe a eu lieu à 1 kilomètre du camp. Et 3, c'était pas les bombes inhumaines qu'on est allé nous raconter dans une espèce de délire des premiers jours. On va savoir la vérité, vous savez, sur cette tragédie. C'est pas un accident, c'est pas un incident, c'est plus qu'une erreur, c'est une tragédie. On saura la vérité. Thierry, sur ce point. Oui, alors la version donnée par Israël est effectivement l'emploi de bombes de faible intensité avec 17 kilos d'explosifs, là où ce qu'ils ont utilisé très souvent est 50 fois plus puissant, qu'effectivement on visait de responsables du Hamas, qu'on était à 1,8 km de la zone humanitaire, mais que ce qui s'est produit, encore une fois, c'est la version que donnent les autorités israéliennes, c'est que cette attaque a provoqué une explosion secondaire, qu'on était à proximité d'un dépôt de munitions dont Tsahal ignorait l'existence, que l'explosion de ce dépôt de munitions a provoqué l'incendie qui lui-même a généré les victimes. La vraie question, il y a 1500 kilomètres de tunnels à Gaza. Pourquoi est-ce que le Hamas, au lieu de mettre ses dépôts de munitions dans les tunnels, pourquoi est-ce qu'ils les mettent au beau milieu d'un camp de réfugiés ? Oui, mais alors justement... Mais ça c'est la vraie question. La question que moi j'ai envie de vous poser en écoutant ça et en écoutant ce que vous nous dites depuis quelques minutes maintenant, c'est que est-ce que la conclusion logique, c'est pas de se dire que depuis le début, le Hamas tend à Israël et à Benjamin Netanyahou un piège tragique dans lequel il est tombé à pieds joints, et que dans la mesure où ce que vous appelez de vos vœux, c'est-à-dire le dépôt des armes et la libération des otages par les responsables du Hamas, n'arrivera pas, est-ce qu'il doit continuer ce qu'il fait ? C'est un piège tragique. Et il y en a un autre de piège tragique. C'est que le Hamas ne cesse de dire que leur but, c'est pas de faire un 7 octobre, ce 7 octobre que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est d'en refaire beaucoup. C'est d'en refaire 2, 3, 10 000. Vous savez que ça aussi, c'est un des slogans du Hamas, mais c'est plus qu'un slogan. C'est une déclaration. Donc, le piège tragique, c'est en effet d'être entraîné dans cette guerre atroce. Mais le piège tragique aussi, c'est de se mettre en situation, en laissant le Hamas au pouvoir,
d'avoir 2, 3 Donc mille. il n'a pas le choix de faire autre chose que de continuer à bombarder, c'est ça que vous nous dites? Ou est-ce qu'il y a une autre voie, selon vous? C'est important parce que même Joe Biden a dit qu'il était contre une offensive de grande envergure à Rafah. La Cour internationale de justice a dit à Israël, ça doit s'arrêter tout de suite. Et pourtant, ce soir encore, c'est ce que disent les dernières dépêches, il y a des combats de rue, il y a des bombardements à Rafah. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que si aujourd'hui cette guerre s'arrêtait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hamas resterait au pouvoir, qu'il garderait le contrôle de la bande de Gaza et qu'il triompherait et qu'il serait partie prenante des négociations qui s'ouvriraient aussitôt avec le futur État palestinien. Pardonnez-moi, mais et pour la sécurité d'Israël, et pour la sécurité de la région, et pour le bien des Palestiniens, je ne souhaite pas que le Hamas sorte triomphant de cette guerre. Et donc, vous pensez que l'éradication du Hamas doit passer par cette opération qui est menée en ce moment à Rafah? Je pense que Israël a détruit l'armature politique et militaire du Hamas à Gaza City, à Khan Younes, qu'il reste aujourd'hui 3 à 4 bataillons du Hamas à Rafah, et qu'en effet, avec beaucoup de précautions, en faisant tout ce qui est humainement possible pour ne pas atteindre de civils, il faut casser les chaînes de commandement et obliger à rendre les armes à ces bataillons du Hamas. Bien sûr, je le pense. Et les précautions en question, Israël les prend. Est-ce que vous savez pourquoi cette guerre, d'abord, dure si longtemps? Et pourquoi cette bataille de Rafah dure si longtemps? Pourquoi est-ce qu'elle a tellement tardé à se déclencher? Ça fait des semaines qu'on en parle de cette bataille de Rafah. Pour une raison, c'est qu'Israël a commencé par évacuer 1 million de civils. Vous le savez, ça. Hein? Évacuer. C'est pas rien. Moi, j'ai vu des évacuations de civils, mais rarement jamais dans ces proportions-là. Oui, enfin, pardon, ce sont ces mêmes civils qui aujourd'hui se retrouvent pris au piège dans le sud de la bande de Gaza. Eh bien, c'est bien cela qu'Israël, depuis 1 mois, s'emploie à protéger, c'est-à-dire à évacuer. Je ne vous dis pas que c'est des conditions de vie plaisantes, évidemment, d'être ballotté du nord au sud et après, quand la guerre se déplace au sud, du sud au nord. Mais en tout cas, c'est la preuve qu'Israël prend en tout cas ces précautions-là pour faire qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. Je précise aussi que depuis les frappes de dimanche, 56 camions d'aide humanitaire en moyenne rentrent chaque jour dans cette partie de la bande de Gaza, alors qu'il en faudrait 600 par jour. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Jusqu'à ces derniers jours, il y avait 350 à 400 camions qui entraient dans la bande de Gaza. Gaza n'est pas en situation de famine, c'est faux. Situation de tragédie, oui. Horreur, oui. Ces petits corps carbonisés et mutilés, oui. Ces enfants, tout ça, oui. Mais on ne peut pas dire ce qui n'est pas. C'est pas vrai qu'il y ait famine, c'est pas vrai qu'Israël bloque l'aide humanitaire, c'est pas vrai qu'Israël vise des civils, et c'est pas vrai qu'il y a une situation génocidaire. Ce que je voulais dire, c'est que les bombardements de dimanche ont engendré la fermeture de plusieurs points de passage. Bernard-Henri Lévy, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande ont reconnu ces derniers jours officiellement l'État de Palestine. Le président de la République, Emmanuel Macron, dit « ce n'est pas un sujet tabou, mais on ne peut pas le faire maintenant sous le coup de l'émotion ». Est-ce qu'il a raison? C'est pas seulement sous le coup de l'émotion. C'est le mot qu'il emploie. Il a totalement raison. Oui, mais il a totalement raison qu'il ne faut pas le faire maintenant. D'abord, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à une chose, c'est que le Hamas, comme je le disais à l'instant, pavoise et vient de remercier la Norvège, l'Irlande et l'Espagne. Et puis... Mais si ça ne sert à rien, pourquoi ces pays-là l'ont fait? Parce que ils sont portés mais ils ont moins d'excuses que les jeunes gens que nous voyons à Saint-Augustin. Ils sont portés par cette espèce de vague de bêtises et de désinformation. Moi, je suis partisan d'un État palestinien depuis 50 ans. Depuis 1967, je pense qu'il doit y avoir un État palestinien. Il y a un moment où il ne faut pas le déclarer, c'est maintenant. Parce que déclarer un État palestinien aujourd'hui unilatéralement, ça veut dire au Hamas, dire aux Palestiniens, tant que vous étiez pacifique, tant que vous négociez, tant que c'était accord de Madrid, accord d'Oslo, vous n'aviez pas l'État, là, vous avez fait un pogrom, vous avez
violer des femmes dans des conditions atroces. OK, on a compris, la violence paye, on vous donne l'État. C'est le pire message qu'on puisse adresser au peuple palestinien, ce message-là. Donc, oui à un État palestinien, mais s'il y a un moment où il ne faut pas le faire, c'est maintenant. C'est-à-dire, en gros... Donc les Espagnols, les Norvégiens, les Irlandais sont des idiots. Et Ils sont des... Idiots. ils ne prétendent pas par ailleurs qu'il faut donner l'État palestinien au Hamas. Mais écoutez, quand à la fois vous le reconnaissez, et quand vous demandez un arrêt des combats, qui de fait voudrait dire que le Hamas reste en place, parce que si cette guerre s'arrête aujourd'hui, ça veut dire que le Hamas reprend le contrôle de la bande de Gaza. Je ne vois pas ce qui l'en empêcherait. Avec en plus la palme de Il y l'héroïsme. en a certains aussi qui considèrent comme le numéro 2 de la liste de renaissance pour les européennes, Bernard Guetta, qui connaît quand même bien ces questions-là, qui considère que reconnaître l'État de Palestine pourrait favoriser la reprise des négociations, qu'il faut partir de cette base-là. Je vais aussi vous lire le tweet de Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France à Washington. Je sais que la reconnaissance de l'État palestinien n'est qu'une gesticulation sans conséquences pratiques. Mais je me demande si la France ne devrait pas franchir le pas étant donné le comportement de l'actuel gouvernement israélien. Moi, je crois que d'abord, en effet, ce n'est pas le moment de faire des gesticulations. Le mot est juste. Et je pense surtout qu'un pays comme la France, s'il veut vraiment se rendre utile, qu'il fasse pression sur les pays hôtes des dirigeants du Hamas pour qu'on leur demande des comptes, pour qu'on, je ne sais pas, pour qu'on les juge. Ben, écoutez, Monsieur Agnier, Monsieur Kelchal, tous ces hommes qui, depuis leur villa luxueuse, invitent à faire couler le sang, encouragent les Palestiniens à se sacrifier, je crois qu'ils ont quand même des comptes à rendre à la justice des hommes et à la justice de leur peuple. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, le vrai effort que la diplomatie internationale et occidentale devrait faire, c'est aider à ce que le peuple palestinien se dote enfin d'une direction décente, se dote enfin d'une autorité palestinienne qui ne soit ni terroriste, qui arrête de payer des pensions aux familles des terroristes, ni négationniste, et ainsi de suite. C'est à ça qu'on devrait travailler. C'est à ça que la voix de la France, parce qu'elle est grande, devrait œuvrer. Faire naître, aider à naître en Palestine une autorité à la hauteur des enjeux et prête à négocier. Il y a eu un entretien ce soir entre le président de la République et le chef de l'autorité palestinienne. Oui, une autorité palestinienne rénovée et renforcée que le président de la République appelle de ses voeux en toute logique, puisque une des difficultés de tous ceux qui souhaitent, et on a bien compris, vous le disiez tout à l'heure, que c'était le souhait du président de la République, la création d'un État palestinien, c'est de savoir qui l'incarne, qui le dirige, qui est un gouvernement légitime et qui est capable de tenir cet État palestinien. Or, on a d'un côté le Hamas qui, évidemment, est totalement discrédité. De l'autre, une autorité palestinienne qui, dans sa configuration actuelle, est usée, corrompue, qui n'a pas organisé d'élections et donc donné la parole au peuple palestinien depuis 2006. Et donc, la création d'un État palestinien qui tienne la route, si je puis m'exprimer ainsi, elle passe effectivement par la rénovation du pouvoir palestinien. Et c'est un sujet majeur. Mais il y en a un autre, si vous me permettez. Juste sur ce point, puisqu'on voit quand même à quel point le gouvernement français, à ce stade, dans le rôle qui est le sien, semble assez impuissant. Est-ce que vous ne craignez pas, Bernard-Henri Lévy, vous qui, vous le disiez tout à l'heure, avez connu beaucoup d'autres conflits, que ce qui est en train de se passer, ces images auxquelles on assiste, qui nous parviennent de la bande de Gaza, ne créent à plus long terme un fossé générationnel, que les enfants qui voient aujourd'hui ces images ne reprochent dans 20 ou 30 ans à leurs parents, à leurs grands-parents, d'avoir laissé mourir des gens. Mais moi, je pense que les enfants de Gaza, oui, reprocheront à leurs parents et à leurs grands-parents militants du Hamas ou ralliés au Hamas de les avoir condamnés à cette boucherie. Je crois que c'est comme ça que ça va... Bien sûr, c'est comme ça que ça va se passer. Comme les enfants de Daesh... Vous parlez aussi des petits-enfants français. Mais les petits-enfants français qui vont reprocher à leurs parents quoi ? D'avoir laissé... À la France de ne pas avoir fait plus. Parfois plus. En quel sens ? Moi, j'aimerais, en effet, ça je vous dis la vérité, le président Macron avait lancé une idée au tout début de cette guerre, c'est-à-dire faire contre le Hamas la même coalition internationale que contre Daesh et contre Al-Qaïda.
C'est ça qu'on aurait dû faire. On a affaire à 3 versions de ce qu'il y a de pire aujourd'hui au monde. Ces 3 organisations terroristes, soutenues par ailleurs par les États les plus autoritaires ou totalitaires qui soient, soutenus par l'Iran, soutenus par la Russie, soutenus par la Turquie. Moi, j'aurais vu la France, en effet, en tout cas s'accordant à cette coalition internationale et ne pas laisser Israël seul. Quand on est allé chercher les terroristes de Daesh qui avaient fait le Bataclan, il y avait une coalition internationale importante. Tout le monde libre était coalisé. Quand les Américains sont allés chercher Ben Laden ou ses militants en Afghanistan en 2001, là aussi, il y avait une coalition immense. Là, Israël est seul. Face à cette 3e version de l'hydre islamiste dans sa pire forme, Israël est tout seul. Alors évidemment, c'est pas simple. Je voudrais quand même qu'on parle, pour conclure, de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez suivi à quel point le sujet a électrisé, enflammé les débats, que ce soit au sein de l'hémicycle, mais surtout dans la salle des 4 colonnes, là où les députés répondent aux journalistes. On va regarder et on vous fera réagir juste derrière. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Récupérer les otages. Vous êtes poursuivi pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du génocide? Vous devriez être poursuivi. Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait une justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas, parce que là, vous êtes devant les caméras. Vous êtes un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire. Tirez des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée. Vous avez plus de limite. Vous ratez 1000 voix de plus. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà, échange très tendu qui a suivi donc ce drapeau palestinien qui a été brandi au sein de l'hémicycle par un député de la France Insoumise. L'altercation a lieu entre David Guiraud de la France Insoumise et Meyer Habib, député apparenté LR et que l'on sait très proche du gouvernement israélien de Netanyahou. Que vous inspirent ces échanges? D'abord, j'aime pas la violence, et encore moins au Parlement. Mais il y a une chose qui est odieuse et qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, c'est un juif traité de porc. Voilà, ça c'est inacceptable. Meyer Habib dit que c'est une insulte antisémite. Attendez. C'est vrai ou pas? Écoutez, en tout cas, c'est l'insulte qu'on adressait à Émile Zola, qui n'était pas juif, mais qui défendait Alfred Dreyfus, qui défendait un capitaine juif injustement condamné, Alfred Dreyfus. On l'appelait le prince des porcs ou le roi des porcs. Donc c'est vrai que ça appartient au vocabulaire de l'antisémitisme, en tout cas depuis l'affaire Dreyfus et probablement bien avant. Alors le député en question, je crois qu'il s'appelle M. Guiraud. David Guiraud. Je lisais dans un portrait de lui dans Libération qu'il a il a découvert la question de l'être juif à travers les vidéos de Dieudonné et d'Alain Soral. Ben voilà, je ne veux pas faire de... Mais enfin, les langues politiques, elles ont une logique, elles se continuent. C'est en effet là appelé... quoi qu'on pense de M. Meyer Habib, le traité de porc, c'est parler comme Dieudonné et c'est parler comme Alain Soral. Voilà ce que je peux vous dire. Vous vouliez poser une dernière question, Thierry? Est-ce qu'il y a une solution de paix tant que Benjamin Netanyahou est Premier ministre d'Israël, lui qui ne veut entendre parler d'un État palestinien sous aucun prétexte, et alors qu'il dirige un gouvernement dans lequel il y a des ministres d'extrême droite qui encouragent les colons les plus agressifs? Eh bien, ce Premier ministre, il est provisoire par définition, comme dans toutes les démocraties. Il est détesté dans son pays, donc il ne fera pas long feu. C'est ça la grande différence. Une petite différence avec ce qui se passe à Gaza. Cette guerre finie, vous verrez, il y aura un autre gouvernement, il y aura une autre majorité, il y aura un autre Premier ministre. Voilà. C'est donc se focaliser sur la figure de ce Premier ministre provisoire, à bout de souffle, en faire une espèce d'incarnation démoniaque, le mettre, comme la Cour pénale internationale, sur le même plan que le Hamas. Tout ça est absurde et dégueulasse.
Cette démarche a pourtant été soutenue par la France, cette démarche de la Cour pénale internationale. Écoutez, la France a rétro-pédalé. Un petit peu, mais sur le fond. Mais c'était insoutenable. C'était insoutenable pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on ne met pas sur le même plan le Hamas et le Premier ministre d'Israël, quoi qu'on en pense. La deuxième raison, c'est que la Cour pénale internationale, elle est incompétente concernant Israël. Elle n'est incompétente que pour juger des crimes éventuellement commis dans des pays sans justice. Israël a une justice. Et quand il y a des suspicions de crimes de guerre aujourd'hui à Gaza, la justice israélienne, et d'abord la justice militaire, s'en empare. Elle est rapide, elle est décisive. Donc les commandants sont révoqués. Il devrait être jugé dans son pays, Netanyahou. Mais il est l'objet de procédures judiciaires depuis des années. Et il y aura, lorsque cette guerre sera terminée, il y aura des enquêtes, il y aura des commissions, et il y aura probablement des procès. Israël est une démocratie où l'on a vu un président, un Premier ministre faire de la prison. Alors écoutez, que la Cour pénale internationale s'occupe des États faillis où il n'y a pas de justice du tout. Et puis troisièmement, attendez, dans la réquisition de la CPI, il y a un mot qui devrait attirer votre attention. Elle condamne, la CPI, des exactions commises par Israël depuis le 8 octobre. Ça veut dire quoi ? Depuis le 8 octobre. C'est dans les déclarations de M. Karim Khan. Qu'est-ce qu'a fait Israël le 8 octobre ? À part recevoir le choc du pogrom du 7 octobre, commencer de sécher ses larmes et commencer de faire un deuil impossible. Donc cette histoire de CPI, il n'y a rien qui va. Vous êtes totalement opposé donc à cette démarche. On l'a compris. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Thierry Arnaud.